à tous. C'est un plaisir d'être là aujourd'hui. Je pense on a tous à cœur de partager ces moments ensemble. Moi, je trouve que ces 10 ans d'Aéris, là, ça fait un petit peu réunion d'une famille élargie. C'est très agréable de voir plein de gens connus, toutes ces personnes qui ont participé aussi au succès de ce pôle pendant 10 ans. Et c'est aussi une très bonne occasion. Alors, je commence à parler alors que j'ai pas de transparent, mais rassurez-vous, j'ai que 3 transparents après, ça va aller vite. C'est toujours agréable aussi de profiter de ces moments pour prendre un peu de recul sur ce qu'a fait le pôle pendant 10 ans, où on en est aujourd'hui, les nouveaux enjeux qui se posent à nous, à notre communauté pour les années à venir. Et donc merci beaucoup à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ces journées. Donc effectivement, on nous a demandé de dire quelques mots en introduction de cette première demi-journée, pour partager avec vous quelle est la vision des tutelles du pôle. Patrice vient de le dire, le pôle a 11 tutelles, donc des organismes, des universités et une région. Évidemment, toutes ces institutions ont des intérêts un petit peu différents, mais qui convergent très majoritairement dans notre vision du pôle. Et donc, à 3 voix, on essaye de porter quelques messages qui, je pense, valent pour les 11 tutelles d'Aéris. D'abord, on ne peut pas comprendre Aéris, évidemment, si on ne parle pas d'abord de Dataterra, et derrière Dataterra, de cette volonté qu'il y a au niveau national de communaliser un certain nombre de services et d'outils pour mettre à disposition de la communauté scientifique et même un peu plus largement les données d'observation de la Terre, avec plusieurs enjeux associés. Déjà, être capable d'appréhender le système Terre dans son ensemble, dans les différents compartiments qu'il représente, et prendre en compte évidemment les interactions entre ces différents compartiments. Être capable, à partir de ces données, mais aussi des outils qui permettent de traiter ces données, de décrire, de comprendre, mais aussi de modéliser, de prévoir le système Terre. Il y a des raisons évidemment sociétales extrêmement importantes, mais aussi d'avancer des connaissances. Et puis enfin, permettre une gestion coordonnée et un accès centralisé aux données. Donc Dataterra, c'est la cheville ouvrière qui permet de déployer cette stratégie à l'échelon national et qui s'appuie sur ces différents pôles, dont évidemment Aéris pour les sciences de l'atmosphère. Donc, vu par ces tutelles, Aéris, c'est peut-être d'abord une des composantes de cette infrastructure. Ensuite, évidemment, Aéris, c'est aussi un élément clé pour renforcer les capacités de recherche dans la communauté nationale en sciences de l'atmosphère. On sait qu'on a une communauté qui est extrêmement dynamique et le pôle doit accompagner cette dynamique et tenir compte aussi des stratégies des organismes. Donc essayer de fédérer justement, enfin de faire se rencontrer les stratégies des différents organismes de recherche et puis les projets de recherche qui sont portés par les scientifiques dans les différents laboratoires. Pour ça, on attend du pôle qui soutienne cette recherche d'excellence française, donc par la fourniture de données atmosphériques qui soient fiables, homogènes et interopérables pour l'étude des processus atmosphériques, évidemment dans un contexte de changement climatique. On attend aussi que le pôle fournisse des services et des outils qui soient innovants pour faciliter la découverte, l'accès, des usages spécifiques et parfois novateurs des données et évidemment leur traitement. On attend du pôle qu'il soit également un vecteur de transversalité scientifique. Alors transversalité scientifique dans le sens où ils permettent d'intégrer des données qui soient multisources, multi-échelles. On sait à quel point techniquement c'est parfois compliqué de répondre à ce genre de défi, mais évidemment c'est un enjeu important. Et enfin, un outil de promotion des infrastructures de recherche, productrices de données ou ouvertes. Donc Aéris doit incarner les principes FAIR que Patrice a rappelé dans son introduction, en mettant à disposition des services d'accès aux données, mais en assurant aussi leur gestion à long terme. Et enfin, Aéris doit être un levier de contribution aux enjeux sociétaux. Alors ils sont très divers et très nombreux, les enjeux sociétaux autour de la compréhension du système Terre, mais notamment dans les domaines de la qualité de l'air, des événements météorologiques extrêmes, les enjeux climatiques au sens assez large. Aéris doit soutenir les recherches qui ont trait à ces enjeux-là et qui ont un impact direct, parfois, sur la prise de décision et les politiques publiques.
Le pôle a un rôle à jouer également dans le renforcement de la souveraineté scientifique en Europe. Donc c'est un outil stratégique qui permet de renforcer la place de la France et de l'Europe dans un paysage international. Un appui aussi à la formation et à la diffusion des savoirs, et je pense que là l'ensemble des tutelles sont assez vigilantes sur le sujet. Aeris doit aussi permettre de jouer un rôle dans la formation à l'utilisation des données atmosphériques, donc à la fois sensibilisation auprès du jeune public, des jeunes chercheurs, du grand public et des non-experts, des non-habitués aussi à l'utilisation de ces données. Donc voilà à peu près en quelques mots les enjeux de Aeris vus par ces tutelles. Et donc je vais passer la parole à Hervé pour la suite. Merci. Merci Adrien. Donc, je vais vous présenter quelques transparents de cette présentation à 3 voix. Juste un petit mot, je suis Hervé Roquet, je travaille à Météo France. Pour dire que Aeris c'est une vieille histoire pour moi, parce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière au CMS, et je me souviens d'une interview avant qu'Aeris n'existe sur le service SatMous qui était assuré par le CMS à l'époque. Et je suis vraiment heureux d'être là aujourd'hui, puisque 10 ans, ces 10 ans ont été très importants, je pense, pour la construction et le développement d'Aeris. Voilà. Donc, c'est comme ça. Donc, on vient d'expliquer, Aeris c'est un pôle de Dataterra, donc comme toute infrastructure de recherche dans le domaine des sciences de la Terre, on a un grand nombre d'enjeux et de défis devant nous, qui en particulier on va pouvoir adresser avec les tables rondes tout à l'heure. Un des premiers aspects, c'est la gestion des aspects big data, donc on a un volume croissant de données, Adrien l'a dit, en particulier dans le domaine spatial, mais pas seulement. Et de ce fait également, on a à gérer des sources hétérogènes, et on a à garantir, je dirais, l'interopérabilité de l'accès et du traitement de ces données. On a un rôle très important pour assurer évidemment la qualité de ces données, donc que ce soit en termes de validation et d'étalonnage, mais également en termes de traçabilité et d'homogénéisation des données. Les principes FAIR, donc je ne vais pas vous les rappeler, ils s'imposent à tous aujourd'hui en termes de facilité d'accès et de développement, d'interface et de réutilisabilité. Les sciences ouvertes, on a un devoir effectivement de permettre l'accès aux données, de valoriser les observations au sens de l'INSU et de toutes les données de recherche en général. Et enfin, un des enjeux également, c'est la modélisation et l'intégration des données, c'est-à-dire en particulier l'usage combiné de modèles et d'observation avec des techniques soit d'assimilation de données, de couplage, et également le fait que l'on va vers des hautes résolutions spatiales et temporelles. On a des enjeux sur la sécurité et la durabilité des données. Donc c'est un sujet qui a été pris à bras-le-corps aussi, dans le cadre d'Aeris et de Dataterra, en termes de conservation, de cybersécurité et de protection des données. On s'impose à tous aujourd'hui une approche durable et éco-responsable, avec le volume croissant de données, évidemment, ça va de pair avec une augmentation de notre empreinte environnementale. Je me souviens de discussions en particulier au niveau du comité directeur avec le directeur d'ICAR et la facture d'électricité que représente le stockage des données à ICAR et le retraitement. Évidemment, tout cela n'a de sens que si on a des services évolutifs, on doit s'adapter aux besoins et aux demandes. On a le rôle important du conseil scientifique d'Aeris pour ça. On doit être agile et on doit être capable d'intégrer des nouvelles technologies, évidemment l'IA, mais aussi en termes d'architecture et de calculateur. On doit répondre à des enjeux interdisciplinaires et sociétaux, apporter des éléments en support à la prise de décision, aider à la vulgarisation et à la formation, et aussi aider à la collaboration interne entre laboratoires et dans la communauté. Enfin, on a besoin d'une structure qui soit bien coordonnée et gouvernée, avec des pratiques harmonisées entre les tutelles, et que toutes les parties prenantes jouent leur rôle et assurent, autant que faire se peut, un financement durable. Alors, il va y avoir une table ronde sur les nouveaux services ou données. Je pense que ce sera très important que vous vous exprimiez sur les nouvelles attentes aujourd'hui vis-à-vis d'Aeris.
On a eu dans cette préparation déjà une première réflexion sur qu'est-ce que pourraient être ces nouveaux services aux données en termes de plateformes analytiques avancées, par exemple, permettant des analyses temps réel, l'identification automatique de phénomènes et l'extraction de signaux faibles. Il y a un aspect important aussi d'intégration multidimensionnelle des données avec des outils de visualisation interactive, que ce soit sous forme de cartes 3D, de tableaux de bord. Ce qui est important, effectivement, et vraiment une valeur ajoutée à Iris, c'est qu'on doit offrir des outils et des solutions pour fusionner des données multisources et coupler les données, évidemment, aux autres pôles de Dataterra. Et un autre aspect également qui est important, y compris dans le cadre de Dataterra, c'est l'automatisation et la simplification des workflows, être capable de proposer à la communauté scientifique des pipelines d'analyse automatisés, j'aime bien ce mot, qui permettant l'enchaînement de traitements de façon efficace et facilitée, que ce soit pour la réanalyse, l'assimilation de données ou le retraitement. Ça impose effectivement des contraintes de reproduction scientifique et de cahiers de labo interactifs pour le suivi. Alors, on espère aussi offrir, c'est un besoin, des services personnalisés et adaptatifs aux utilisateurs, et également, par exemple, il s'agit de rechercher les données dont le chercheur a besoin, des mécanismes de recommandation, voire de l'aide guidée par de l'IA. L'open science et la collaboration, évidemment, c'est un objectif central dans Iris, avec des portails collaboratifs, des espaces partagés d'analyse, des scripts, une aide à l'affairisation, toujours un chantier en cours en fait pour certaines sources de données. Aussi, on a réfléchi à des services plus opérationnels, comme par exemple des services d'alerte concernant des événements extrêmes à partir des données qui sont disponibles à Iris, des données pour la décision, voire des indicateurs pour certains décideurs. Et enfin, un accès élargi et inclusif à ces données et toute l'information qu'on peut en tirer à partir des applications mobiles, de services multilingues, et d'accessibilité aussi aux non-spécialistes, quelque chose de très important aujourd'hui. Voilà. Cyril. Donc, Cyril Flamand, je suis directeur adjoint scientifique à l'INSU, en charge du domaine OA. Je n'ai pas l'antériorité encore dans les risques de Hervé, mais j'avais participé à une Revex il y a quelques années avec Éric Defer, qui est également dans la salle. Donc voilà, pas sans connaître Iris, bien sûr. Voilà, c'est là que la pression va commencer un petit peu à monter. Donc les attentes des tutelles. Alors effectivement, dans les années qui viennent, il y a des demandes qui ont été formulées avec l'accord, on va dire, de l'ensemble du CD sur ce qu'on attendait effectivement de Iris. Et donc il y a notamment, concernant des missions spatiales importantes qui vont arriver, où clairement le CNES a délégué à Iris, avec l'accord du CD, un certain nombre de développements de chaînes de traitement opérationnelles pour les missions Microcarp, Ciel et AOS. Et tout ça, évidemment, le challenge, ce sera de faire ça en bonne intelligence avec tout ce qui est, en gros, les commissions spécialisées qui existent dans le paysage, OA de manière générale, l'atmosphère en particulier, donc bien sûr le TOSCA, le comité TOSCA du CNES, mais également la CSOA. Là, j'ai cité le PNTS, qui est effectivement également un programme national, mais qui traite effectivement beaucoup de données spatiales, pour l'observation de la Terre notamment. Et on n'oubliera évidemment pas le programme LEF, qui peut effectivement aussi contribuer à pas mal de choses. On attend également donc, une implication d'Iris, donc de l'équipe de direction, dans nos infrastructures de recherche. Donc là, j'ai cité Actrice, ICOS, surtout par la partie atmosphère, je crois que Michel est là, oui. Yagos, évidemment. Je n'oublierai pas INER, qui n'a encore pas la maturité, je dirais, de ces trois infrastructures, mais sur lesquelles, effectivement, on attend beaucoup. Alors, quand je dis qu'on attend beaucoup, c'est évidemment l'aide au montage, là, donc Jean-Marie nous en parlera tout à l'heure, la feuille de route du ministère pour les infrastructures de recherche qui est lancée. Mais on a également des enjeux au niveau de l'Europe. Et pourquoi je vous en parle, c'est qu'il y a vraiment le besoin de définir au mieux les services dans le cadre donc, de ces projets d'infrastructure à l'Europe, pour effectivement avoir des retours financiers qui nous permettent de rendre plus résilients encore nos pôles de données. Donc il y a des enjeux importants de bien se positionner, de bien positionner nos services, de nous appuyer sur Iris pour positionner un certain nombre de services à la donnée notamment,
pour effectivement récupérer un retour financier qui nous permette de continuer à alimenter la machine. Voilà. Donc là, il faut vraiment qu'on fasse jouer à Aéris un rôle central dans nos infrastructures nationales et européennes pour tout ce qui est l'accompagnement des projets et puis de ce qui va être sur la feuille de route. Et donc, il y a un enjeu particulier avec l'ERIC Actrice, l'ERIC ICOS, et puis... Ah, entrez. Voilà, il suffit qu'on parle de Iagos et Valérie apparaît. Et l'actrice également. Installez-vous. Voilà, et puis il y a également une mission qui nous semble essentielle. On a parlé évidemment de Dataterra, donc Frédéric nous fera une présentation tout à l'heure. Mais voilà, nous n'oublions pas que le pôle Aéris est une composante de Dataterra et qu'il a son rôle à jouer pour effectivement tout ce qui concerne les réflexions sur l'évolution du pôle, du fonctionnement de Dataterra, puis tout ce qui concerne les interactions avec les 4, 5 autres pôles pour toutes les questions de recherche. Il y a également donc, un certain nombre de choses sur lesquelles on va dire les tutelles s'engagent pour continuer à assurer la mise à disposition de données issues de réseaux et d'instruments français, donc notamment Météo France, pour tout ce qui concerne les réseaux opérationnels d'observation, mesures de surface, radar météorologique, mais également tout ce qui est traité au niveau du SATMOS, en termes de mesures satellites météorologiques géostationnaires. Côté CNES, il y a également aussi tout cet engagement pour on va dire, accompagner la distribution des données satellites et des instruments français, donc tout ce qui est à la limite démonstrateur en amont, enfin, ce qu'accompagne le CNES régulièrement dans le cadre de ses APR, et puis du soutien à un certain nombre de missions spatiales. Évidemment, la question des avions et des ballons, j'ai évoqué INER tout à l'heure, mais c'est un enjeu crucial. On a une infrastructure en montage, je le rappelle, qui est unique, quasiment dans le paysage européen. Avoir des acteurs à la fois ballons et avions, c'est quelque chose d'unique dans nos paysages. Et donc, il faut vraiment qu'on les accompagne vers un partage encore plus grand, je dirais, des données issues des campagnes. Et puis, il y a toutes les mesures sol, notamment acquises dans le cadre des infrastructures telles ICOS, Actrice, qu'il nous faut accompagner. Donc voilà, et puis promouvoir, bien sûr, l'utilisation de ces données en contribuant au développement d'applications, de services. Hervé nous en a parlé à l'instant, ce sera l'objet d'une des tables rondes tout à l'heure. Voilà, en fait, un dernier petit point sur les attentes. Donc on considère vraiment que Aéris a un rôle crucial à jouer pour tout ce qui est la constitution, la curation des longues séries de données d'observation, et qu'il y a un besoin pour cela croissant, pour tout ce qui est évidemment prévision météorologique et climatique, d'accompagner, donc d'avoir des données. On parle beaucoup de jumeaux numériques, mais les jumeaux numériques ne se feront pas sans les observations. Donc on a besoin aussi des observations pour les réanalyses, des développements d'émulateurs à base d'IA. Donc on voit énormément de choses se développer. Il faut qu'on accompagne, on ne peut pas laisser les choses faire. Donc, il y a des choses, l'IA, on aurait dit le général, ça ne fait pas tout, mais on ne peut pas ne pas évidemment faire accompagner un certain nombre de choses. Et on a des unités, on a un pôle qui peut accompagner sur ces questions-là. La valorisation du pôle à l'échelle européenne, donc j'ai parlé effectivement de beaucoup des infrastructures au niveau européen, mais également toutes les choses qu'on peut faire avec l'ESA, le Centre européen de prévision à moyen terme, et d'autres agences en Europe, sur lesquelles effectivement il peut passer des accords pour valoriser les données qu'on acquiert en métropole, mais pas que, puisqu'il y a des données qui sont acquises ailleurs, évidemment, je pense notamment en Guyane, à La Réunion. Tout ça, ça a effectivement une valeur. Et puis, on attend effectivement aussi d'Aéris un certain nombre d'évolutions possibles, d'explorer effectivement ce qu'il est fait en termes de, par exemple, le mode d'alimentation du pôle de données en météo, du fait donc, de l'évolution de la politique des données de Météo France. Donc la mise à disposition gratuite, ça c'est quelque chose qui sera fait via les services génériques. Il y aura également une réflexion, donc le pôle devra s'associer sur les données des satellites européens. Comment effectivement on évite de dupliquer, faire trop de choses sur des bases de données qui sont effectivement pas utilisées ou qui sont à un niveau quelque part et pas ailleurs. Et donc les utilisateurs peuvent se perdre. Et donc il faudra vraiment avoir ce travail effectivement bien réfléchi, je dirais, de savoir effectivement qu'est-ce qu'on met à disposition et comment les utilisateurs vont pouvoir s'y retrouver. Donc données distribuées ailleurs, il faut être capable de récupérer l'information. Faciliter l'utilisation en synergie donc des données qui proviennent de plusieurs plateformes. Ça, je dirais, c'est presque le pain quotidien d'Aéris. Alors voilà,
Tadam, tadam. C'est un secret de polichinelle. Bon, pour certains. Bon, voilà, donc là, je vous présente le nouveau directeur d'Aeris. Sébastien Paille, qui sera nommé donc directeur d'Aeris à compter du 1er février, qui prendra la suite donc, de Patrice, que je profite encore au nom de toutes les tutelles. Je te remercie encore, Patrice, pour tout ce que tu as fait. Et donc, Sébastien connaît bien la maison. Ça, on ne peut pas lui enlever. Hein. Il est actuellement donc, directeur adjoint. C'est lui qui préside le comité scientifique Aeris. Donc, il a été auditionné par l'ensemble des tutelles. Je vois qu'il y a un certain nombre de tutelles dans la salle qui pourront en attester. Et cerise sur le gâteau, et effectivement, il fallait aussi qu'on demande l'accord de Sorbonne Université dans la mesure où Sébastien est professeur à Sorbonne Université, ce qui a été le cas. Donc voilà, tous les feux sont ouverts. Donc maintenant, mon cher Sébastien, tu disposes d'une lettre de mission, comme tu le sais, et tu dois constituer ton équipe. Alors dans les mois qui viennent, c'est toi qui vois, mais l'idée c'est qu'assez rapidement, effectivement, on est autour de toi donc une équipe qui contienne donc un directeur ou une directrice adjointe. Donc il faudra également trouver un ou une présidente du comité scientifique. Alors, toi, tu as cumulé, peut-être que les personnes après toi ne souhaiteront pas le faire. Ça, c'est à toi de voir. On a besoin d'un directeur ou d'une directrice technique, donc chargé de la coordination du chantier technique, ça, tout ça, on le sait. Un ou une chargée de mission spatiale, un ou une chargée de mission sol, et puis responsable de communication pour le coup. Alors, comme je suis joueur, j'ai fait comme Patrice, j'ai posé une question à ChatGPT. Je lui ai dit, ChatGPT, dessine-moi le directeur d'Aeris idéal. Moi je dis qu'on a un gagnant. Alors voici une représentation conceptuelle du directeur idéal d'Aeris, qui incarne la vision, l'innovation, le leadership nécessaire pour guider le pôle dans les missions scientifiques et technologiques. Je dis, vous regardez bien, hein, si je fais un petit aller-retour, ouais. Je pense qu'on tient. On tient la bonne personne. Donc voilà, bah écoutez, on finir avec ce petit tour. Puis je ne résiste pas non plus à vous montrer la vision d'Aeris, vue de ChatGPT. Je ne sais pas si on doit se réjouir ou si on doit avoir peur. La Terre est ingérée par cet énorme calculateur géant là. Bon, voilà, non, je pense qu'on va rester plutôt sur cette image-là. Voilà. Merci à vous.